Un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui à l'occasion du joli mois de l'Europe et plus particulièrement de ce webinaire sur le programme Horizon Europe et les programmes qui en découlent que nos trois intervenants vont vous présenter. Alors, c'est quoi le joli mois de l'Europe? C'est un dispositif de coordination d'événements dans le cadre de la fête de l'Europe. Donc, c'est un dispositif européen qui est décliné sur le plan national et donc sur le plan régional. Et nous, en tant que la CCIM, en tant que membre du réseau Enterprise Europe Network, mène des actions pour améliorer la visibilité de l'Union européenne à travers des programmes qui sont des programmes en dehors des fonds structurels habituels, donc des programmes qui sont souvent sur de la recherche, de l'innovation, mais pas que. Et donc aujourd'hui, nous allons vous introduire, vous présenter ces programmes. Alors d'abord avec Solène Chevalier. Donc Solène Chevalier, elle est coordinatrice du point de contact national au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, et elle s'occupe plus particulièrement du programme Widening. Nous aurons ensuite Clara Petit-Fils, donc, qui est également coordinatrice du point de contact national et toujours du même ministère, mais pour les programmes EIT. Et enfin, nous aurons Elvira Domingo, donc Elvira qui est la directrice du programme du schéma régional d'innovation et plus particulièrement de l'EIT Food, et elle va vous expliquer ce que c'est. Donc voilà, quelques petites règles de fonctionnement de ce webinaire. Je vais vous demander de maintenir vos caméras éteintes, également vos micros. Et puis, vous aurez la possibilité de poser vos questions dans le fil de discussion. Nous pourrons y répondre, enfin, nos intervenants pourront y répondre au fur et à mesure. Et puis, à la fin, nous allons consacrer un petit moment à répondre à vos questions plus spécifiquement et à échanger. Voilà, je vous remercie. Et sans plus tarder, je vais laisser la parole à Solène Chevalier, qui va vous présenter, qui va vous faire un petit topo sur le programme Horizon Europe et les financements potentiels possibles pour les entreprises des RUP. On parle des RUP en ce moment. Donc, elle va vous présenter tout cela. Merci et Solène, je te laisse la parole. Merci beaucoup Marie-Noëlle. Bonjour à tous et à toutes. Hello Elvira. Donc effectivement, moi je vais vous présenter dans un premier temps rapidement le programme Horizon Europe pour resituer un peu tout ça. Et ensuite, effectivement, la partie widening dont je m'occupe. Alors, je vais partager mon PowerPoint. Hop. Est-ce que vous le voyez tous et toutes? Ça devrait aller. C'est bon? Ok. Voilà. Je l'ai mis en... Ouais, vous voyez le même mode que moi, en fait, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Ouais, bon. C'est pas super. Bon, j'espère que vous verrez suffisamment. Je pense qu'on peut le mettre... On peut le mettre en plein écran, il me semble. Ouais, je ne sais plus comment on fait par contre. Peut-être essayer de refaire la manip, Solène. Ouais. Parfois, ça fait ça, je ne sais pas pourquoi, sur Teams. Enfin, ouais. Attendez, j'arrête le partage. Ouais. On refait le partage. Ouais. Et sinon, je laisse comme ça sera plus gros, plus visible. On peut essayer à nouveau, le plein écran. Ouais. Mais en fait, je suis en mode présentation, je pense. Alors là, ça a carrément bugué. C'est bien, c'est que tout fonctionnait bien. Et puis, mais c'est toujours comme ça. Et puis, ça ne fonctionne plus. Bon, écoutez... Voilà, l'essentiel, c'est qu'on voit. Je pense que je vais rester comme ça parce que... Voilà, ouais, on va rester comme ça. Voilà, ce sera plus sûr. Pour ne pas perdre plus de temps non plus. Donc, effectivement, je vais vous parler de la dimension widening du programme Horizon Europe. Pour resituer rapidement Clara et moi, donc, nous sommes les PCN, les points de contact nationaux. Vous voyez sur ce schéma, donc c'est la partie en orange. C'est-à-dire que nous sommes chargés de faire redescendre l'information de la Commission européenne et de rendre aussi accessible cette information qui peut être complexe pour certains sur les différents programmes européens. Donc l'architecture d'Horizon Europe, c'est le nouveau programme cadre de la recherche en Europe 2021-2027. Il y a 3 piliers principaux. Donc le pilier 1 qui est dédié à l'excellence, le pilier 2
qui est dédié aux problématiques mondiales et à la compétitivité industrielle européenne, avec des clusters, différents pôles, comme vous voyez, santé, culture, etc., qui sont thématiques. Et le pilier 3, donc, dans lequel Clara travaille et s'insère, c'est l'Europe innovante, notamment avec les écosystèmes européens d'innovation et l'Institut européen d'innovation et de technologie. Moi, je m'occupe du pilier transversal, donc qui n'est pas vraiment un pilier, mais qui, par ses thématiques, donc, rejoint l'ensemble des 3 autres piliers et qui est séparé en 2 parties. Donc, d'un côté, élargir la participation et propager l'excellence, c'est ce qu'on appelle le widening, et de l'autre côté, réformer et consolider le système européen de la recherche et de l'innovation, qui est la partie ERA, EER de mon programme. Donc, très rapidement, pour la structure aussi du work programme, donc, les programmes de travail... attendez, je pousse juste ma fenêtre là, parce que les programmes de travail, donc il y a 3 programmes distincts, donc, pour l'ERC, le Conseil européen de la recherche, pour l'EIC, le Conseil européen de l'innovation, et ensuite un programme de travail dit général, dans lesquels tous les clusters et les différents piliers s'insèrent. Donc, on travaille tous à partir des mêmes types de programmes. Et le widening, c'est le 11e programme de travail de ce programme cadre Horizon Europe. Donc voilà, donc aujourd'hui, on va s'occuper que de la partie qui est encadrée en rouge ici, donc élargir la participation et propager l'excellence. Pour que vous soyez un peu au fait aussi de la dénomination, donc on parle pour mon programme de WIDERA, puisque justement, ce que je disais, ça regroupe la partie widening et la partie ERA, donc espace européen de la recherche. Donc c'est la manière de désigner ce work programme WIDERA. Il y a 3 destinations. Les 2 premières destinations concernent le widening, donc je vous en parlerai aujourd'hui. La 3e destination concerne l'espace européen de la recherche, donc je n'en parlerai pas aujourd'hui. Donc la première destination, c'est améliorer l'accès à l'excellence. Et la deuxième, c'est attirer et mobiliser les meilleurs talents, avec différents types d'appels à projets dans chacune des actions, dans chacune des destinations. Donc là, vous avez une vue un peu d'ensemble justement de ces appels à projets, mais ensuite je vais les détailler évidemment avec les principaux outils en fait pour accéder à l'excellence. Donc dans les régions widening et pays widening, les principaux outils, vous en avez peut-être déjà entendu parler, sont teaming, twinning et également les excellence hubs. Alors il y a des nouveautés par rapport au précédent programme cadre. Je ne sais pas si certains ou certaines d'entre vous avaient était en contact avec l'Horizon 2020, qui s'est fini cette année. Il y a eu des nouveautés, aussi bien dans les appels qui existaient déjà que de nouveaux appels. La deuxième destination qui vise donc à attirer les meilleurs talents, donc là, c'est de la mobilité essentiellement de chercheurs ou autres, mais en tout cas de la mobilité de personnes, avec les ERA Chairs, les ERA Fellowships et les ERA Talents, mais je vous montrerai tout ça un petit peu plus tard. Alors, pourquoi le widening ? Tout simplement parce qu'il y a eu ce constat qui a été fait au niveau européen et national, que certains pays et régions accusaient un certain retard en matière de recherche et d'innovation, qu'il y avait des disparités importantes au sein de l'Union européenne. Et donc, cette partie du programme a été mise en place pour justement essayer de pallier ces disparités et permettre aux régions et aux pays widening qui avaient ce retard pour aussi des raisons qui peuvent être économiques, d'autres raisons en fait plus complexes, de rattraper justement le niveau des pays qui sont estimés Advanced Institutions ou Advanced Partners. Donc en fait c'est un programme qui est dédié, alors là on parle des RUP aujourd'hui, donc qui est pour les RUP, sachant qu'effectivement vous pouvez en tant qu'institution dont le siège est dans les RUP participer à l'ensemble du programme Horizon Europe. En fait vous pouvez postuler à tous les autres appels, il n'y a aucune restriction. Simplement le programme widening est fait spécifiquement pour vous, pour faciliter un peu l'accès justement au financement européen en tant que coordinateur. Alors pour le budget, ce n'est pas énorme évidemment, donc on a 3,3% du budget d'Horizon Europe, ce qui correspond grosso modo à un peu plus de 3 milliards d'euros pour les 7 ans.
et pour toutes les régions et tous les pays widening. Donc, c'est assez compétitif, mais pour autant, les pourcentages de réussite sont bons. Hein. C'est autour de 30%, 35% de réussite. Un peu moins selon certains appels, mais voilà, c'est compétitif, mais ce n'est pas du tout infaisable. Donc voilà, donc là, les règles générales de la participation, donc il y a 3 niveaux à distinguer. Donc là, c'est plutôt général, hein, c'est pour tout Horizon Europe. Les principes d'éligibilité à la participation, le principe général d'Horizon Europe, c'est d'être complètement ouvert, donc à tous. Il faut simplement être une entité légale pour pouvoir participer. Mais voilà, ensuite, les programmes et les appels à projets sont ouverts à tous et à toutes. De la même manière, pour l'éligibilité au financement, bien là, il faut consulter la liste des différents pays. Donc là, dans le cas des RUP, la question ne se pose pas. Et ensuite, il y a des conditions spécifiques d'éligibilité. Et là, ça concerne justement widening. Puisque donc, pour les autres appels, tout le monde peut participer. Pour widening, tout le monde peut participer aussi. Mais les coordinateurs sont forcément des institutions qui ont leur siège dans une région ou un pays widening. C'est là qu'il y a une différence par rapport aux autres appels à projets. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Je vais un peu vite parce qu'après, je vous montrerai les appels en détail. Et comme il y a seulement une demi-heure, donc je vais essayer d'aller un peu plus vite. Donc, un élément qui est extrêmement important, qui est crucial pour pouvoir participer au widening en tant que coordinateur, il faut donc être une entité légale établie. Donc, le siège social doit être dans le territoire widening. C'est problématique parce que, par exemple, alors j'ai vu que Sylvain Godec est connecté de l'Ifremer, mais justement, on en avait discuté. L'Ifremer est très présente dans les territoires, dans les RUP, mais le siège de l'Ifremer est à Brest, et donc ne peut pas, les antennes, ou alors je ne sais pas bien comment ça fonctionne, mais en tout cas, les entités Ifremer dans les RUP ne peuvent pas coordonner un projet widening, tout simplement parce que le siège social n'est pas dans les RUP. Voilà, donc ça, c'est un point qui est extrêmement important, qui est à vérifier et qui peut être bloquant, effectivement. Je l'ai fait remonter en comité de programme il y a quelques jours. Et malheureusement, c'est quelque chose sur lequel on ne peut plus bouger, qui faisait partie des accords qui ont été négociés sur la structure même du programme cadre dans son ensemble il y a 1 an et demi. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'il aurait fallu faire remonter le fait que c'était très compliqué pour les territoires widening d'avoir cette clause. Ça n'a pas été fait, donc voilà, maintenant il y a cette obligation. Donc si vous êtes une entité de recherche, il faut absolument vérifier vos tutelles, où sont leurs sièges sociaux. Après, vous pouvez tout à fait participer, si votre siège social, reprenons l'exemple de l'Ifremer, donc qui est à Brest, l'Ifremer peut tout à fait participer à un projet widening. Simplement, il ne pourra pas être coordinateur. Voilà, alors il y a 2 conséquences, donc des particularités du widening. Alors il y a 2 types de projets, il y a des projets collaboratifs et des projets monobénéficiaires. Donc les projets collaboratifs, c'est ce que je vous disais, donc la participation est ouverte à tous, mais seuls les pays ou régions widening peuvent coordonner. Et les projets monobénéficiaires, eh bien, du coup, ils sont destinés uniquement aux pays et régions du widening qui se coordonnent tout seuls, en quelque sorte. Voilà, donc en gros, vous voyez, les pays du widening, l'éligibilité, en quelque sorte, pour être un pays ou une région du widening, c'est avoir une note aux 4 critères qui sont listés avant, qui est inférieure à 70% de la moyenne européenne. Voilà, donc c'est effectivement le cas des RUP. Là, je vous montre la liste, justement, des États membres, des pays associés, des régions ultrapériphériques qui sont classés comme widening. Donc, pour ce qui nous concerne, vous voyez, donc c'est la Guadeloupe, la Guyane, Martinique, Mayotte, Saint-Martin, la Réunion, donc les DROMCOM à l'exception de Saint-Martin, et également les Canaries pour l'Espagne, les Açores et Madère pour le Portugal. Donc là, je vous remets simplement la structure du programme de travail WIDERA pour juste vous remettre en tête voilà, les 2 destinations dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc la destination 1, améliorer l'accès à l'excellence, et la destination 2, qui est attirer et mobiliser les meilleurs talents. Donc la destination 1, elle répond à l'action numéro 16 de la réforme de l'espace européen de la recherche, puisque c'est une réforme qui est en cours et qui se fait en parallèle justement du programme Horizon Europe et surtout du programme WIDERA, puisqu'il y a cette partie espace européen de la recherche dans le programme.
Elle vise à promouvoir donc la diversité géographique et la mise en réseau. Elle vise à permettre aux pays et aux régions dites du widening d'être compétitifs en matière de recherche et d'innovation à un échelon européen et international, puisque l'ensemble des actions des projets widening, à l'exception d'une, sont des projets en fait, de mise en réseau. Ce sont des CSA, donc ça ne finance pas la recherche, ça ne finance pas l'innovation non plus, mais ça finance tout ce qu'il y a autour, donc le réseau, le management, etc. La destination 1, elle vise aussi à développer donc, un écosystème d'innovation et de recherche qui serait pan-européen. Elle vise à optimiser l'impact des clusters du pilier 2. Donc, vous vous souvenez, hop, je reviens sur la slide, le pilier 2, c'est celui-ci, celui qui est thématique, avec des thématiques qui, il me semble, enfin, en tout cas de ce que j'en ai compris, intéressent beaucoup les RUP. La santé, c'est le cas, climat, énergie également, alimentation, bioéconomie, ressources naturelles, agriculture et environnement, ce sont des thématiques qui sont dans les stratégies des DROMCOM. Donc, l'objectif, c'est de travailler aussi avec ce pilier et de faire en sorte que l'impact de ce pilier soit renforcé. Alors, je retourne sur ma slide, voilà. La destination 1, elle vise aussi à contribuer aux objectifs du programme Horizon Europe en matière d'égalité des genres, d'open science. Ce sont des points qu'il ne faut pas négliger quand vous soumettrez vos projets. Il faut avoir toujours cela en tête. Le gender balance, l'open science, c'est extrêmement important. Et enfin, elle vise à développer et créer des écosystèmes d'excellence en recherche et innovation, donc au travers de ces fameuses CSA, les actions de coopération et de soutien. Alors maintenant, je vais vous présenter les différents appels qui sont dans la destination 1. Alors, ça va peut-être être un peu rapide et j'espère que vous en retiendrez les informations les plus importantes. Mais voilà, avec les différents intitulés, ce n'est pas forcément facile au début de s'y retrouver. Ce n'est pas grave, là, c'est une première prise de contact et un peu une découverte des différents appels. Si vous êtes intéressé, on pourra évidemment en rediscuter ensuite plus posément et plus dans le détail. Là, évidemment, c'est juste une première présentation. Donc, le premier appel à projet de la destination 1 de Widening, c'est Teaming for Excellence. Donc, l'objectif, c'est de faire travailler ensemble des institutions de recherche d'excellence et des régions peu performantes en matière de recherche, donc Widening, avec pour objectif de créer des centres de recherche, des centres d'excellence, ou remettre à niveau ceux qui éventuellement existent déjà, dans les pays ou régions widening. Donc, le centre sera créé ou est déjà créé et amélioré dans votre cas, par exemple, en Martinique. Ce sera un centre qui sera composé d'une entité légale du widening qui sera forcément le coordinateur du centre et une entité légale ou un consortium d'institutions de recherche d'excellence, donc qui sont situés dans les pays qui ne sont pas, ou régions qui ne sont pas widening. Par exemple, vous pouvez avoir une entité légale martiniquaise qui va monter un projet avec, je ne sais pas, une entité légale allemande, un centre de recherche allemand d'excellence, pour créer ensemble un centre d'excellence. Il y a 2 phases à cet appel, c'est ça qui est un peu compliqué, c'est le seul appel qui est comme ça. Il y a une première phase de démarrage qui vise donc l'évaluation de l'excellence scientifique et de la vision stratégique du projet et le financement qui permettra de rédiger un plan d'affaires a posteriori. Si vous êtes sélectionné à cette première phase, alors je suis désolée, il y a un téléphone qui sonne, je ne sais pas si vous m'entendez. Si vous êtes sélectionné à cette première phase, ensuite, il se passe presque 1 an, il se passe 11 mois. Alors, c'est un peu long, 11 mois entre les deux, mais ça vous permet aussi de peaufiner votre projet. Et la deuxième phase, c'est la phase de mise en œuvre avec l'évaluation du plan d'affaires qui aura été rédigé entre-temps, qui contient donc tout le contenu de ce qui va être produit, l'impact et la mise en œuvre. Il y a différentes activités qui sont financées, qui sont remboursées en tout cas par Teaming. Dans la phase 1, ce sont les réunions pour mettre en place justement ce centre de recherche. Et dans la phase 2, du coup, comme c'est la mise en œuvre du projet, ce qui sera remboursé, ce sont les coûts administratifs, les salaires notamment, et d'autres coûts encore que je ne vais pas détailler ici, mais dont on pourra en reparler plus tard. Voilà, donc ça dure 6 ans, le financement dure 6 ans.
Alors, pour le moment, les montants ne sont pas bloqués, puisque un élément que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, le Work Programme 2023-2024 n'est pas encore publié, il le sera seulement en décembre. Et d'ici là, tout peut changer. Enfin, pas tout, mais en tout cas, les montants attribués pour chaque appel à projet peuvent changer. Donc là, c'est purement indicatif. Ce n'est pas forcément ce qui sera à la fin. Mais pour le moment, le financement qui est prévu pour Teaming, c'est 8 à 15 millions d'euros par projet. Et il faut un financement complémentaire qui est obligatoire et au moins égal au montant de la contribution européenne pour financer la partie infrastructure du centre, puisqu'il faut bien que le centre ait une localisation physique. Donc là, ce sont des financements qui peuvent être des financements régionaux, des financements nationaux, des financements européens ou même des financements privés. Ça, c'est selon ce que vous parvenez à trouver. Mais par exemple, un financement FEDER peut être utilisé pour cela. Donc voilà pour Teaming, qui est un des principaux outils de widening. Le deuxième outil, c'est Twinning. Donc là, c'est le jumelage, comme le jumelage des villes. Là, c'est le jumelage des institutions de recherche, avec pour objectif de renforcer de manière significative un domaine de recherche défini. C'est la seule CSA dans laquelle la stratégie scientifique est importante et vraiment clé et déterminante pour remporter le financement. Puisque je vous ai dit, on ne finance pas la recherche à proprement parler, on finance ce qu'il y a autour. Après, le constat a été fait qu'évidemment, on ne peut pas financer ce qu'il y a autour sans financer même un tout petit peu de la recherche. Donc là, c'est le choix qui a été fait. Il y aura un maximum de 30% du budget total qui peut être utilisé pour la recherche et l'innovation dans le cadre de cette action. Pas plus, puisque le financement, je vous le dis, sert à financer tout ce qu'il y a autour de la recherche. Donc, l'objectif, c'est de faire émerger ce domaine de recherche dans une institution émergente en établissant des liens avec des institutions d'envergure internationale. L'objectif, c'est de développer les capacités de management et d'administration et de déployer des activités autour du thème scientifique d'excellence qui a été choisi. Alors, il y aura 2 topics, ça a changé par rapport au précédent programme. Avant, il y avait un topic bottom-up qui est maintenu, et le deuxième, c'était Western Balkans. Ce deuxième a été abandonné au profit du Green Deal. Ce que j'ai appris récemment en comité de programme, c'est que la répartition du budget total qui sera attribué à Twinning dans sa globalité, c'est pour le moment 20% pour Green Deal et 80% pour Bottom-up. Encore une fois, ces choses-là peuvent changer. C'est des curseurs qui peuvent être modifiés d'ici décembre. Mais voilà, il faut avoir bien à l'esprit qu'il y a ces 2 topics et qu'au moment où vous déposerez votre projet, vous devrez choisir entre Green Deal, et dans ce cas-là, il faudra consulter les textes du Green Deal européen et viser les mêmes objectifs, ou un topic bottom-up, et là, c'est à vous de proposer votre sujet. C'est libre, quoi. La proposition de la thématique scientifique est libre. Pour participer, il faut une entité légale du widening qui sera coordinateur, donc c'est toujours pareil, et au moins 2 institutions de recherche d'excellence qui sont dans au moins 2 États différents, 2 pays différents. Donc c'est un peu plus gros, c'est un peu plus conséquent comme structure que Teaming. Ça dure 3 ans, le financement Twinning, donc c'est assez court, et ça peut aller de 500 000 € à 1,5 million d'euros par projet, dont 70% sera à destination de l'institution widening, 30% pour les autres. Voilà, j'espère que c'est clair. Je continue et vous pourrez me poser des questions ensuite dans le chat notamment. Je sais que c'est un peu la nébuleuse au début parce que ces noms se ressemblent en plus, mais vous verrez ensuite qu'on s'y fait et que ça vient facilement. Le 3e type d'appel, ce sont donc les European Excellence Initiative, les EEI, pour faire plus simple. Et là, ça s'adresse au réseau d'universités. Donc, dans le précédent programme H2020, il y avait, le programme était fait un peu différemment. Et en fait, il y avait eu un appel pilote pour monter des alliances universitaires européennes. Donc, ça a marché, il y a eu des alliances financées. Et là, finalement, cet appel pour des alliances universitaires est splitté et réparti entre une partie widening que je vous présente aujourd'hui et une partie dans l'espace européen de la recherche qui adresse d'autres questions, notamment l'égalité des genres, etc.
Donc là, en ce qui nous concerne pour le widening, l'objectif, c'est de renforcer les capacités et l'excellence scientifique des institutions qui sont établies dans les régions et pays widening, en mettant en place des réseaux d'universités disposant d'une stratégie commune de transformation institutionnelle. À long terme, en gros, l'idée, c'est de créer une alliance d'universités européennes ou un réseau similaire. Donc, c'est quelque chose d'assez imposant d'un point de vue structurel. C'est imposant puisque pour pouvoir participer, il faut avoir un consortium d'au moins 3 entités légales, donc 3 universités par exemple, dans 3 pays membres différents ou pays associés, dont au moins un est widening. Donc vous pouvez avoir en fait, vous pourriez monter un consortium avec le Portugal, puisque le Portugal est widening, et du coup ça ferait 2 institutions widening, et puis une 3e institution qui serait, je ne sais pas, reprenons l'Allemagne, qui serait en Allemagne, et hop, vous avez votre alliance universitaire qui fonctionne. L'idée aussi, c'est d'intégrer 2 types de partenaires, notamment les acteurs des écosystèmes d'innovation, qui sont, donc dans votre cas, en Martinique ou aux Antilles, et qui peuvent intégrer cette alliance en tant que partenaire. Vous voyez les activités qui sont financées par ce dispositif, ce sont des échanges de personnel à court terme, des visites d'experts, des formations, des ateliers, des participations à des conférences, des universités d'été, des actions de diffusion et de vulgarisation de l'information, etc. Donc, encore une fois, c'est tout ce qu'il y a autour de la recherche et de la formation. Et là, ça vise à la formation notamment du personnel scientifique, mais pas que, aussi le personnel qui supporte en fait toutes les fonctions support des universités. Le financement, il dure 5 ans. Pour le moment, ce qui est prévu, c'est 3 à 6 millions d'euros par projet, dont, encore une fois, 70% ira aux bénéficiaires établis dans les pays du widening. Donc voilà, ça, c'est la partie université. Pardon. Hop. Le 4e appel, c'est Pathways to Synergies. Alors ça, c'est intéressant, parce qu'il s'agit de travailler avec les fonds FEDER, Interreg, en fait, tous les fonds structurels européens. L'idée, c'est de faciliter la synergie des fonds en direction de l'internationalisation, de la valorisation du transfert et le transfert de la recherche et de l'innovation vers le marché. Il y a 2 types de synergie. Donc, si vous déposez un projet en Pathways, vous devrez choisir dans quel type de synergie vous vous placez. Il y a le Pathway A, donc, qui est en upstream, c'est-à-dire en amont. Là, ça vise à développer les ressources humaines, à mettre en place une stratégie commune d'internationalisation, à acquérir de nouvelles compétences qui pourraient être transférables et à utiliser de manière optimisée les infrastructures qui sont financées par le FEDER. Si vous vous placez en aval avec le Pathway B, là, c'est après coup, donc c'est la valorisation et la transposition des résultats de recherche et d'innovation des projets qui ont déjà été financés par Horizon 2020 ou Horizon Europe pour ceux qui viennent d'être financés, vers le marché. Donc, trouver des solutions commercialisables, c'est faire une cartographie des acteurs, des possibilités, et aussi mettre en place des pilotes et des démonstrateurs. Et dans ce cas-là, c'est le financement FEDER qui sera mobilisé pour payer spécifiquement les pilotes et les démonstrateurs. Donc voilà, on a une démarche en amont pour mettre en place un écosystème de recherche et d'innovation avec l'appui du FEDER et des fonds structurels, et une démarche en aval qui est après coup, une fois que des projets de recherche ont été financés, eh bien, qu'est-ce qu'on fait des résultats, comment on les passe sur le marché et comment on les commercialise avec toujours l'appui des fonds structurels. Pour les 2 types de pathway, donc A et B, il faut que le coordinateur soit widening, encore une fois, et qu'il y ait une majorité de membres widening. Vous pouvez avoir d'autres types de partenaires qui ne viennent pas de zone widening, vous avez le droit, mais il faut vraiment que ce soit justifié en disant, voilà, ils apportent vraiment quelque chose, leur pierre à l'édifice. Alors, je vous ai mis une petite pile de pierres, de cailloux, mais voilà, c'est l'idée, c'est il faut qu'ils apportent vraiment leurs petits cailloux à l'édifice. Si ce n'est pas justifié, ce n'est pas la peine d'intégrer des partenaires de régions ou de pays dits d'excellence, déjà.
Pour la démarche en amont, il faut au moins 3 unités de recherche publiques ou privées différentes qui sont dans au moins 2 pays du widening différents et qui bénéficient des fonds structurels. Donc, encore une fois, l'exemple que je vous donnais avant, ça peut marcher. Vous pouvez travailler avec le Portugal, par exemple, si vous voulez, ou avec les RUP espagnols, ou avec la Grèce, ou un autre pays du widening, qui sont grosso modo tous les pays de l'Est en fait, de l'Europe. Si vous suivez la démarche en aval, le Pathway B, il faut donc que ce soit les membres d'un consortium d'un projet de recherche et d'innovation en cours ou achevé, donc je vous ai dit financé par Horizon Europe ou Horizon 2020, qui a généré des résultats qui sont valorisables avec les fonds structurels, donc FEDER entre autres, ou les fonds de l'EIC. Donc, bon, là, je ne vais pas entrer dans le détail aujourd'hui parce que ça sera trop d'informations d'un coup, on pourra en reparler aussi. Et il faut qu'il y ait 3 régions cibles situées dans des pays widening pour cette action. Alors, je vous ai mis durée inconnue parce que pour le moment, en l'état, on n'a pas de durée de ce type de financement. Et le financement, pour le moment, ira de 500 000 € à 1,2 million d'euros par projet. Sachant qu'il faut avoir une synergie avec les fonds structurels, donc il faut avoir un apport de toute façon par les fonds structurels ou l'EIC. J'avance parce qu'il y a pas mal d'appels. L'appel 5, c'est la Dissemination and Exploitation Support Facility. Donc là, l'idée, c'est supporter la mise en œuvre ou le renforcement des capacités de dissémination et d'exploitation des résultats et le transfert des connaissances de recherche et d'innovation. Il y a toujours un coordinateur widening, comme pour toutes les actions, et un consortium ou plusieurs consortia, selon les contacts que vous avez, d'au moins 3 entités qui ont déjà fait leurs preuves en matière de dissémination et exploitation. Donc, en fait, des entités d'excellence, un peu comme tout le reste du programme. L'idée, c'est de financer donc, des activités pour renforcer justement cela, donc des formations, développement de compétences, encouragement de l'entrepreneuriat, accès au capital, échange de bonnes pratiques, à destination des bénéficiaires du widening. Il faut bien avoir à l'idée que cette action, c'est pour vraiment faire en sorte que les résultats de la recherche et de l'innovation soient mieux exploités et mieux diffusés, que ce soit dans la société civile que sur le marché. Et c'est surtout orienté vers le marché d'ailleurs. La durée, encore une fois, est inconnue. Et là, le financement ira de 1 à 5 millions d'euros par projet, sachant qu'il y a en fait un seul projet qui sera financé probablement, donc un projet à 5 millions d'euros. Donc là, ça va être assez compétitif, sauf s'il n'y a pas beaucoup de réponses, auquel cas, c'est pas très compétitif. Voilà. Un appel qui est encore ouvert en ce moment jusqu'en novembre et qui peut être intéressant, c'est le Hop-On Facility. C'est la seule action du widening qui n'est pas un CSA, qui est une action de recherche et d'innovation. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc, je vous ai mis un petit bonhomme qui saute parce que c'est littéralement ça, c'est sauter dans une action en cours, en gros. C'est pour permettre aux entités du widening de rejoindre des actions de recherche et d'innovation collaboratives qui sont déjà en cours, dans le pilier 2, donc le pilier thématique que je vous ai montré tout à l'heure, ou dans l'EIC Pathfinder. Je vais organiser en juin, le 28 juin, si je ne me trompe pas, un webinaire spécifiquement sur ce thème, avec la PCN qui est en charge de l'EIC Pathfinder, justement pour détailler justement cette action, puisque le call est toujours ouvert. Donc, si vous êtes intéressé, c'est le moment justement de préparer votre projet. Le seul élément, pas bloquant, mais enfin le critère, c'est qu'il peut y avoir un seul nouveau partenaire widening par consortium. Voilà, donc vous avez un consortium qui existe déjà, et si dans le consortium, il y a déjà le Portugal, pour reprendre le Portugal, eh bien, vous ne pourrez pas participer à ce consortium puisque le Portugal est widening et donc déjà inséré. Donc, il faut que vous trouviez, si vous connaissez, des consortiums de recherche et d'innovation qui sont dans votre domaine et qui n'ont pas de partenaire widening. Et là, vous pouvez intégrer justement cette action en cours. Voilà, donc c'est la seule action de recherche et d'innovation du programme widening. Donc, c'est assez intéressant. Ça dépend de ce que vous voulez faire, mais si vous voulez développer vos compétences en recherche et innovation, améliorer votre réseau et également accéder à d'autres types d'infrastructures, ça peut être franchement intéressant.
Le budget qui est alloué sert uniquement à l'intégration de l'entité widening dans le consortium existant. L'argent ne va pas au consortium, il va en gros aux activités de l'institution widening qui intègre le consortium. La durée est encore une fois inconnue, malheureusement, et le financement, ça sera entre 100 000 et 1 million d'euros par projet. Donc voilà, mais je referai un appel pour les webinaires que j'organise en juin, si ça vous intéresse. Le dernier appel de la destination 1, j'accélère un peu parce que j'ai la destination 2, mais ça va être un peu plus rapide, ce sont les Excellence Hub. L'idée, c'est de créer des écosystèmes locaux d'innovation avec des partenariats impliquant des communautés d'acteurs variés sur tout un territoire, donc le contexte régional. Il faut pour cela qu'il y ait au moins 2 écosystèmes locaux d'innovation dans au moins 2 pays du widening, dont un sera le coordinateur. Donc, vous pouvez encore une fois, reprenons toujours le Portugal, ça marche avec le Portugal, vous pouvez avoir 2 écosystèmes locaux d'innovation, ou prenons Madère par exemple, voilà, et vous pouvez créer un Excellence Hub avec Madère, et puis vous pourrez être, par exemple, coordinateur. Il peut y avoir d'autres partenaires qui s'y joignent si c'est nécessaire uniquement, et chaque écosystème doit inclure obligatoirement 4 catégories d'acteurs, donc des acteurs académiques, des entreprises à revenus importants. Alors ça, je reconnais qu'il faut que je pose la question parce que la notion de revenu important est tout à fait relative. En tout cas, des entreprises déjà bien implantées, des autorités publiques ou agences, par exemple agences de développement ou la CCI, par exemple, et la société civile. Donc là, ça peut être des associations. Voilà, ces 4 types d'acteurs doivent faire partie du consortium. Vous devez mettre en place évidemment une stratégie commune qui sera en accord avec les Smart Specialization Strategies, les S3, qui sont élaborées par les régions. Donc ça, vous pouvez y avoir accès assez facilement si ce n'est pas déjà le cas. Et l'idée, voilà, c'est de créer des liens entre les acteurs, renforcer l'innovation dans la région widening et créer des sortes de gros pôles d'innovation, mais à l'échelon régional. Donc c'est plutôt intéressant et c'est une assez grande ampleur. Le financement, il durera jusqu'à 4 ans et ça sera entre 2 et 6 millions d'euros par projet, avec une synergie obligatoire avec les fonds structurels, avec l'EIE. Alors pardon, j'ai rajouté un I, désolée Clara, mais et l'EIT. Donc là, ça c'est Clara Petit-Fils qui va faire sa présentation ensuite, qui pourra vous en parler. L'EIC, mais également des fonds nationaux et régionaux, et également des fonds privés. Voilà. Mais il doit y avoir une synergie des fonds pour monter ces Excellence Hubs. Voilà, alors je vous ai fait un petit récap parce que je sais que c'est assez dense sur les 7 actions de la première destination. Je ne vais pas forcément les lire parce qu'il faut quand même que j'accélère. Là, je ne sais pas quelle heure il est. Ouais. Je passe à la destination 2. Là, il n'y a que 3 appels à projets dans la destination 2. Il n'y a que 3 outils de financement. Donc, je vous ai dit, là, c'est plutôt de la mobilité de personnes. L'idée, c'est d'attirer et de mobiliser les meilleurs talents, alors scientifiques et universitaires essentiellement, mais aussi de l'innovation. Et c'est inverser ce qu'on appelle le brain drain pour faire du brain gain, donc gagner en cerveau, en quelque sorte, et pour éviter la fuite des cerveaux, tout simplement. Ça se passe au niveau du chercheur, mais également au niveau des institutions et des équipes de recherche. Ça permet de contribuer à la réforme institutionnelle des institutions de recherche dans les pays widening, et également d'améliorer le gender balance. Alors, le premier outil, c'est les ERHs. Donc là, c'est pour attirer des universitaires de renom dans des institutions ayant un clair potentiel d'excellence dans la recherche. C'est pour attirer des chercheurs ou des grands professeurs dans vos institutions de recherche et institutions universitaires. Ce sont des actions monobénéficiaires, donc c'est soit l'université ou l'organisme de recherche du pays widening qui recevra l'argent, ou vous pouvez faire un dépôt conjoint avec l'université widening et l'entité qui emploie le futur ERHR au moment du dépôt. Donc, si cette personne est, je ne sais pas moi, à l'université de Montpellier, par exemple, ben, vous pouvez faire un dépôt conjoint pour qu'il vienne ensuite à l'université des Antilles. Donc, ça paiera en gros le salaire de la personne et toutes les actions qui vont découler de ce recrutement temporaire. Ce qui n'est pas temporaire, en revanche, c'est la création d'un groupe de recherche d'excellence et permanent autour du ERHR holder. Donc, vous devrez constituer un pôle de recherche qui devra être maintenu ensuite. Donc, c'est à prévoir dans les budgets, évidemment, les crédits
de la structure. Par contre, il n'y a aucune obligation à maintenir le ERAT shareholder en poste passé les 5 ans du financement. Voilà. Le financement, il ira de 1,5 à 2,5 millions d'euros par ERAT share, donc ça peut être assez intéressant pour gagner aussi en compétences nouvelles. Le deuxième outil, c'est le ERA Fellowships. Donc là, il est appuyé, c'est un dispositif qui est complètement adossé aux actions Marie Curie, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, notamment pour les postdocs, mais il n'y a pas que les postdocs. Là, en l'occurrence, le ERA Fellowship s'adresse aux postdocs et l'idée, c'est d'attirer davantage de postdoctorants de talent dans les institutions, dans les régions Widening. Donc là, c'est tout un process qui est particulier et qui est... il faut remplir en fait le dossier pour les Marie Curie, donc c'est un petit peu à part. Et je ferai aussi un webinaire à ce sujet avec la PCN Marie Curie en juin. Malheureusement, je n'ai plus la date sous les yeux, je ne vais pas vous dire de bêtises. Mais donc, je referai un appel, je repréciserai ça si vous êtes intéressés. Et ça sera justement à destination des RUP. Donc, je vous encourage, si vous êtes intéressés, à vous inscrire à ce webinaire. Je vous remettrai les dates dans le chat une fois que j'aurai fini de présenter. Voilà, donc la durée, encore une fois, est inconnue. Et là, ça sera entre 100 000 et 500 000 euros par fellowship qui seront attribués. En gros, si vous voulez, quand vous postulez pour avoir un Marie Curie, il y a un petit encoche à cocher si vous voulez être automatiquement rebasculé vers les ERA Fellowship. Et en fait, si vous n'êtes pas sélectionné pour un financement Marie Curie, mais que vous avez dépassé un certain seuil de points et que vous avez coché cette case, vous serez automatiquement renvoyé vers la sélection pour les ERA Fellowship. Et là, il y a une deuxième sélection qui se met en place. Mais du coup, c'est pas mal parce que ça permet quand même d'avoir un financement en définitive pour son post-doctorat. Le troisième outil sont les ERA Talents. Et là, ça s'adresse plutôt au personnel de support dans les universités et dans les institutions de recherche de manière générale. Et l'objectif, c'est de stimuler l'interopérabilité des carrières et l'employabilité des talents de la recherche et de l'innovation. Donc, ça s'adresse aux chercheurs, mais aussi à toutes les fonctions support. Ça peut être assez intéressant en fait, pour une structure d'avoir ce financement, justement. Évidemment, le coordinateur sera dans la région Widening, mais il faut ensuite un consortium d'au moins 3 entités indépendantes dans 3 pays membres de l'Union européenne différents, dont au moins 2 sont dans des régions Widening. Donc, on peut reprendre l'exemple de tout à l'heure. Hein. Vous pouvez monter un consortium avec le Portugal qui est Widening et l'Allemagne qui n'est pas Widening, et ça fonctionne. Voilà pour les 3 outils. Je ne vais pas dépasser davantage, je sais que j'ai pris un peu de temps. Simplement, je vous donne un petit regard sur le programme COST qui est accolé en fait à mon work programme. C'est-à-dire que j'ai un work programme qui s'appelle Widera, COST. Et COST, c'est un programme à part qui est géré par une association qui est basée à Bruxelles, mais qui est financée par Horizon Europe. C'est pour ça que ça a été accolé. Et c'est très intéressant pour les acteurs des RUP, puisque là, ça finance uniquement des activités de mise en réseau. Ça ne finance pas du tout la recherche et l'innovation, mais c'est du pur réseautage avec des conférences, des colloques, des visites scientifiques, des formations, etc. Et l'idée, c'est de constituer d'énormes réseaux. En général, pour vous donner une idée, hein, c'est une vingtaine de pays partenaires. Et en fait, il y a des clauses. Pour commencer, il faut être au moins 7, dont plus de la moitié, donc 4, sont widening. Donc, selon les thématiques, ça ne marche pas pour tout le monde. Il y a des thématiques pour lesquelles ça ne marche pas. Mais il y en a d'autres, par exemple... récemment, j'ai eu une personne qui travaillait sur le cancer, par exemple, et malheureusement, le cancer, ça traverse toutes les frontières, et donc pour elle, c'était possible de monter un réseau de 20 partenaires, puisqu'elle pouvait travailler avec tous les pays widening. Alors, ils sont appelés différemment dans COST. La seule différence pour COST, c'est que les RUP ne sont pas considérés comme widening dans COST, alors qu'elles le sont évidemment pour le reste du programme. Mais néanmoins, vous pouvez participer, vous serez en fait identifié comme France, tout simplement. Donc, vous pouvez quand même intégrer ces réseaux. Ça peut être très intéressant, justement, pour connaître vos éventuels partenaires. Et en fait, c'est un bon tremplin ensuite pour déposer des projets européens de recherche et d'innovation. Il y a un taux de réussite qui est supérieur quand vous êtes passé par ce type de dispositif. Voilà, ça, je voulais rapidement vous le montrer. Je conclus pour laisser la place à Clara et Elvira. Je suis désolée, je pense que j'ai pas mal dépassé.
Ouais, j'ai beaucoup dépassé, je suis désolée. Donc, un programme widening qui est fait pour vous, donc n'hésitez pas à postuler. Et moi, je suis là pour répondre à toutes vos questions, que ce soit maintenant, mais aussi par mail un peu plus tard. Enfin, voilà, je suis là pour vous accompagner. Et puis ensuite, vous avez plein d'acteurs autour de vous qui peuvent vous aider aussi à rédiger les projets. Ça fait peur, les projets européens, mais en fait, une fois qu'on met un peu le nez dedans, on comprend que c'est pas si compliqué que ça. Et puis, c'est un jargon à intégrer. Et une fois que c'est intégré, ça va. Donc là, c'est un programme qui est fait pour vous, donc il faut postuler. Voilà, c'est l'occasion de créer, d'élargir votre réseau, de gagner en compétences et en visibilité aussi, donc ça, c'est important. Vous pouvez créer de nouveaux écosystèmes de recherche et d'innovation, c'est toujours très stimulant. Et puis l'idée, c'est aussi de faire en sorte que les Outre-mer ne soient plus widening à terme et soient aussi leaders en recherche et innovation. Donc voilà, je vous ai mis mon contact ici, solène.chevalier@recherche.gouv.fr. Donc si vous voulez m'écrire, n'hésitez pas et j'essaierai de vous aider au mieux. Et puis si j'ai pas toutes les réponses, je me renseigne et je reviens vers vous. Voilà, je vous remercie. Je suis désolée d'avoir dépassé. J'arrête le partage. Et, et du coup, Clara, Oui, c'est à moi. Merci en tout cas, merci Solène pour cette C'était un peu présentation long. fort intéressante. Fort Merci. intéressante. Pendant que Clara met son PowerPoint, j'aurais une petite question Oui, sur le Hop on Facility. Comment on oui. saute dans un projet? C'est-à-dire comment l'identifier si on doit prendre part à un projet qui est déjà en cours? Comment on peut l'identifier? Alors, il y a des outils qui existent. Alors, soit vous connaissez déjà, vous avez des partenaires avec qui vous travaillez déjà et qui vous disent: «Ah, bah tiens, au fait, j'ai un projet en cours». Bon, là, c'est le plus naturel, c'est le plus facile. Sinon, vous pouvez aller sur le site. Alors, attendez, il faudrait que je. Alors, faudrait que je. Attendez, parce que en fait, mon deuxième écran est bloqué. Il faudrait que je retrouve le lien. Moi, la D'accord. technologie. Il y a En un lien fait, qui permet d'identifier. ouais, en fait, sur le site Fundings and Tenders de la Mhm. Commission européenne, Ouais, quand vous allez dans les appels, vous avez un petit outil par appel qui permet de rechercher des partenaires. d'accord. Et vous pouvez voir du coup les actions qui sont déjà financées et les partenaires éventuels. Clara, je ne sais pas si tu as en tête un autre outil, parce que moi, je ne suis pas encore trop au fait de tout ça. Non, en plus, côté ministère, on a un groupe de travail recherche de partenaires qui s'est monté pour justement traiter toutes ces Ouais, questions, que ce soit via ton dispositif Solène ou plus largement. Donc, ouais. c'est une D'accord. question vraiment transverse qu'on essaie un petit peu d'adresser en voyant quelle est la méthode qui serait la plus pertinente pour la communauté, en fait. Ouais. Mais c'est en D'accord. cours. Il y a une réflexion en cours Mhm. du côté des PCN. Et puis voilà, et puis si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours nous contacter. On peut voir aussi quels projets ont été financés et selon les thématiques. Alors évidemment, il faut être précis, hein, on ne va pas nous dire biochimie, mais selon les thématiques, on peut aller regarder, voir s'il y a un projet en cours qui a été financé et qui pourrait être intéressant et surtout qui rentre dans les cases, parce que du coup, il y a quand même pas mal de critères. Donc voilà, vous pouvez utiliser D'accord. le portail et puis si ça ne marche pas, vous pouvez revenir vers nous et on peut essayer de D'accord. trouver aussi. Bon, en tout cas, merci. Et puis, nous sommes intéressés aussi à avoir les dates des webinaires qui auront Oui, lieu de je vais les façon à ce mettre. que nous puissions les communiquer. D'accord. Ouais, très bien, merci. Je vais les Merci. mettre Bon, dans le ben, chat tout de suite. je laisse à Clara Petit-Fils. Merci beaucoup, Marie-Noël. Merci, Solène. Est-ce que vous voyez juste mon écran Oui, bien? on le Enfin, voit en plein ok, écran. super. Donc, merci à nouveau pour cette invitation, Marie-Noël. C'est vrai qu'avec Solène, on cherchait à rencontrer un peu plus les acteurs des rues françaises. Donc, pour ma part, je suis coordinatrice du PCN donc sur 2 sujets. Donc, l'EIE pour Écosystème européen d'innovation et l'EIT pour Institut européen d'innovation et de technologie, qui, comme je vais vous l'expliquer, se décline en KIC pour Communauté de la connaissance et de l'innovation. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une présentation vraiment classique de cet instrument, donc de l'EIT et de ses KIC. C'est un format que je privilégie jusqu'à présent dans mes webinaires parce que je remarque que l'EIT, c'est vraiment un instrument qui a un fonctionnement propre dans Horizon Europe, donc qui est mal compris, même incompris, j'ai envie de dire, et qui du coup, moi, je privilégie ce format pour l'instant jusqu'à temps que la communauté soit à l'aise avec cet outil. Donc, je vais vous présenter l'EIT et ses KIC.
Pourquoi? Parce qu'il y a notamment un dispositif qui est vraiment intéressant pour vous, c'est le Regional Innovation Scheme ou RIS, R-I-S. Et après ma petite introduction, donc qui, je l'espère, vous donnera toutes les clés de compréhension de cet instrument, je laisserai la parole à Elvira, qui est donc représentante d'une des 8 KIC qui existent jusqu'à présent, donc la KIC Food, qui parlera plus particulièrement de ce fameux dispositif RIS dans le cadre de la KIC Food. Donc, il y a beaucoup de jargon. On va y aller par étapes, j'en ai conscience. Il y a KIC, RIS, EIT, enfin voilà. Donc, je vais vous accompagner pas à pas pour comprendre tout ça. Donc, j'ai repris le schéma que Solène vous a partagé précédemment et vous voyez que l'EIT se situe dans le 3e pilier d'Horizon Europe. Donc, l'objectif du pilier 3, c'est de soutenir surtout l'entrepreneuriat, soutenir nos startups, scale-up, PME, notamment avec un focus sur le deep tech et le disruptif. Donc, je ne sais pas si vous connaissez très bien ce 3e pilier, mais moi, souvent, lorsqu'on me parle pilier 3 et lorsqu'on m'approche, on me parle de l'EIC, donc le Conseil européen de l'innovation que vous voyez en premier. C'est vrai que lorsque ce 3e pilier a été proposé dans Horizon Europe, il y avait une vraie volonté même politique portée par la France de proposer des solutions qui permettraient de financer nos startups, scale-up, PME notamment, disruptives. Donc voilà, je vous dis pourquoi elle nous parle du Conseil européen de l'innovation alors qu'elle présente l'EIT. Eh bien parce que justement, souvent, on m'approche, on me dit je ne comprends pas la différence. Pourquoi avoir créé le Conseil européen de l'innovation s'il y avait déjà l'EIT, etc. Donc en fait, il y a une vraie complémentarité entre ces deux instruments qu'il est intéressant que vous ayez en tête, je pense. Donc si vous voulez, la philosophie, c'est un peu de se dire, c'est super, on a l'EIC qui propose des solutions innovantes en termes d'innovation, de financement de l'innovation, pardon, mais encore faut-il, après avoir financé nos entreprises, qu'elles puissent vraiment se créer et se développer au sein des territoires européens, au sein des écosystèmes qui, comme vous le savez sûrement, sont extrêmement fragmentés entre 27 États membres. Donc, c'est là l'objectif, l'un des objectifs clés de l'EIT, travailler à cette question d'écosystème, chercher à les renforcer et les consolider. Donc, l'EIT est doté d'un budget de 3 milliards d'euros sur la période 2021-2027, donc qui couvre Horizon Europe. Également, lorsque je fais une introduction sur l'EIT, je reviens systématiquement à son origine. Personnellement, ça m'a aussi mieux compris, en fait, ça m'a aidé à mieux comprendre l'objectif de cet outil. Donc, l'EIT a été créé en 2008 dans un contexte de crise financière au sein de l'Union européenne. Donc, à l'époque, la Commission européenne, elle a pensé cet outil pour permettre d'accélérer la transformation de la recherche en innovation pour booster en fait l'émergence de processus, services, produits innovants et, vous l'aurez compris, in fine, booster notre compétitivité européenne. Donc, l'objectif est clair, il est fixé. Transformer la recherche en innovation, comment le réaliser? Et c'est là toute l'originalité de l'EIT. Donc, pour réaliser cet objectif, l'EIT a décidé de se mettre en œuvre par le biais de ces fameuses KIC dont je vous parlais, donc les communautés de la connaissance et de l'innovation, ou en anglais, Knowledge and Innovation Communities, qui vont être, si on peut le résumer, grosso modo, des gros écosystèmes thématiques. Il y a actuellement 8 KIC et vous verrez juste après la KIC Food qui présentera son offre. Et chaque KIC, en fait, représente son écosystème thématique le plus largement possible. C'est là son objectif, que ce soit par les champs disciplinaires couverts, mais aussi les profils. Donc, au sein de chaque KIC, on retrouve tous les acteurs qui composent l'écosystème. Donc, les universités, les grands groupes industriels, les organismes de recherche ou encore les startups. Donc, après avoir vu avec vous la méthode de mise en œuvre, quelle est la méthodologie maintenant choisie? Si vous voulez, l'EIT, lorsqu'elle a créé ces KIC, elle leur a demandé de réaliser cet objectif de transformation de la recherche en innovation par une méthode clé qui est celle du triangle de la connaissance. Donc, le triangle de la connaissance, c'est une approche qui vise à articuler 3 points. Donc, je m'explique. Chaque KIC doit proposer ces 3 points,
ces 3 piliers de programme au sein de son écosystème, dans son offre. Donc, si on débute par l'éducation, chaque KIC proposera individuellement des programmes de formation initiale ou continue, master, postdoc, summer school et j'en passe, pour booster l'innovation, pour booster la culture de l'entrepreneuriat, toujours autour de la thématique, bien évidemment, de la KIC. Le pilier recherche va lui proposer des appels, des programmes soutenant des projets collaboratifs. L'objectif étant d'atteindre une phase d'exploitation commerciale possible, du service, produit, processus. Et enfin, le pilier innovation va être la plus monobénéficiaire parce qu'il va s'axer sur l'entrepreneuriat. Donc, start-up, scale-up, PME. Et l'objectif, via cet axe, c'est de proposer là une palette d'activités pour soutenir la création, le développement d'entreprises, principalement via des services d'accompagnement, mais aussi des financements. Donc, vous l'aurez compris, je l'espère, il y a une hiérarchie entre l'EIT et ses 8 KIC. Donc, l'EIT, c'est vraiment l'entité qui organise, qui chapeaute les différentes KIC qu'elle a créées. Donc, il y a 3 logiques d'appel à intégrer lorsqu'on approche cet instrument. Déjà, il y a ce qu'on appelle les EIT Call for a New KIC. Donc, comme le nom le laisse à penser, c'est des calls qui vont être gérés par l'EIT, ouverts à toute la communauté de recherche et d'innovation et qui ont pour objectif de créer une nouvelle KIC. Donc, c'est des appels, vous l'imaginez, rares parce que l'EIT a été créé depuis 2008 et il y a 8 KIC actuellement. Donc, on n'a pas un call créons une nouvelle KIC tous les mois. C'est vraiment des calls qui sont aussi le résultat d'orientations politiques et stratégiques de la Commission européenne. Par exemple, sous Horizon Europe, il y a 2 KIC qui vont être créés. Une KIC industrie culturelle et créative en 2022 qui va être nommée prochainement. Et en 2026, une KIC Water autour de l'océanographie, l'économie bleue, etc. Donc, je vous le mentionne parce que c'est un élément de veille intéressant pour vous positionner plus tard, pour repérer une KIC, voire même pour essayer de prendre part au consortium qui formera la future KIC. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les EIT Call for Grant. Ce sont aussi des calls gérés par l'EIT et ouverts à ces 8 KIC uniquement. Donc, si vous voulez, chaque année et maintenant sur une base plus multi-annuelle, les KIC, elles se réunissent entre elles, elles réunissent leur board et elles rédigent un business plan qui propose les programmes qu'elles souhaitent mettre en œuvre autour du triangle de la connaissance. Puis elles se tournent vers l'EIT. L'EIT évalue et puis alloue des financements à chaque KIC pour l'aider à mettre en œuvre ces programmes. Donc, pourquoi je vous parle de ça, si c'est ouvert qu'aux KIC? Eh bien, parce qu'en fait, lorsqu'elles vont rédiger leur business plan, les KIC, de plus en plus, en fait, se tournent vers la communauté de recherche. Donc, en fait, elles vont soit faire des phases de consultation publique. Je pense par exemple à la KIC Manufacturing qui, en automne de l'année dernière, en fait, a fait tout un processus de consultation publique pour aider à définir, par exemple, les axes stratégiques que la communauté identifiait comme importants et cruciaux en fait, sur lesquels il fallait travailler et proposer des programmes. Ou alors, elles vont même parfois faire des appels à propositions de projets. Donc, il y a un call avec des axes stratégiques qu'il faut travailler. Et puis, vous soumettez une idée de projet qui va être inscrite au business plan et retenue. Donc, là encore, c'est un élément de veille intéressant à avoir en tête. Et je pense même que ça peut être intéressant pour les personnes qui débutent avec l'EIT, avec les KIC, qui vont peut-être pouvoir participer à une phase de consultation publique pour voir comment ça fonctionne et à quoi ça sert plus concrètement. Et enfin, le dernier type d'appel, c'est ce que je nomme les EIT KIC Opportunities. C'est ce qui découle de l'opportunité précédente. Donc, après avoir eu les financements de l'EIT, la KIC, elle va proposer toute une palette de programmes, d'activités autour du triangle de la connaissance. Donc, un petit point sur les KIC. Vous l'aurez compris, j'espère, c'est des gros écosystèmes, en fait, dont le but, c'est vraiment de refléter toute la diversité de la thématique abordée. Donc, je vous ai listé ici les 8 KIC existants actuellement. Et sachez, si vous êtes intéressé, si vous souhaitez savoir comment les approcher, que chaque KIC a une répartition géographique quasi identique, bien que localisée dans des villes différentes. Donc, chaque KIC a un siège. Elle a également ce que l'on appelle des Colocation Centers ou des Innovation Hubs. En gros, ça, c'est des bureaux régionaux qui vont être établis dans un État membre et qui recouvrent plusieurs États membres à eux seuls. Donc là, ce qui est intéressant à savoir, c'est que la France étant plutôt active au sein des KIC,
Il y a eu en 2021 une activité de l'EIT, une Consolidation Activity, pour financer en fait une action de recentralisation de ces KIC françaises qui avaient des bureaux français à Paris. Donc bon, certes, c'est à Paris, mais c'est un point d'entrée intéressant. Donc là, elles sont toutes situées à l'IPEP-SICEM, qui est l'incubateur du cerveau à l'hôpital La Pitié-Salpêtrière. Et si vous voulez, du coup, c'est un accès facilité auprès de plusieurs KIC en France pour les acteurs français aussi. Il y a aussi ce que l'on appelle les RIS Hubs, et ça, ce sera intéressant, notamment suite avec la présentation d'Elvira juste après. Donc là, ce sont des bureaux principalement situés dans les pays dits widening, qui visent à travailler sur l'initiative RIS, Regional Innovation Scheme. J'y reviendrai dans la slide suivante. Et en fait, il y a 2 hubs internationaux qui sont cette fois-ci partagés par toutes les KIC entre elles. Il y a un hub à Tel Aviv et un second à la Silicon Valley. Et en fait, ces hubs proposent également des programmes. Donc là aussi, c'est un accès facilité à des marchés internationaux. Donc, pour récapituler un petit peu tout ce que je vous ai dit, les KIC, ce sont des écosystèmes thématiques qui ont donc des missions clés, celle d'apporter des solutions à des défis, des enjeux mondiaux identifiés. Vous le verrez juste après avec la KIC Food et avec ce qu'Elvira vous proposera et vous présentera comme défi auquel la KIC souhaite répondre. Et elle va proposer donc des solutions autour du triangle de la connaissance. Un dernier point à avoir en tête, et qui est là aussi, qui va refléter toute l'originalité de cet instrument et son unicité au sein d'Horizon Europe, c'est que chaque KIC est régi par le principe dit de cofinancement dégressif. Qu'est-ce que ça signifie? Si vous voulez, lorsqu'une KIC est créée, lorsqu'elle est nommée par l'EIT, il va y avoir une sorte de contrat qui va être passé entre l'EIT et cette même KIC pour une durée maximale de 15 ans. Donc, je vous fais un schéma vraiment un peu grossier, mais c'est pour que vous ayez l'idée en tête. Et si vous voulez, au début, l'EIT va dire à la KIC, OK, bah, tu es jeune, tu es en train de te former, tu n'as pas encore tes programmes, donc je te finance à 100%. Mais on est d'accord que dans 15 ans, tu dois être autonome financièrement. Donc, dans 15 ans, mes financements s'arrêtent et tu dois avoir mis en place des mécanismes qui te permettent d'être viable et d'être autonome d'un point de vue financier. Ce qui fait que chaque KIC va mettre en place en fait des mécanismes déjà d'adhésion auprès de la KIC, qui n'est pas obligatoire, je le rappelle, et qui varie d'un programme, d'un pilier à l'autre. Donc, il va y avoir au sein de chaque KIC différents modèles d'adhésion, différents paliers. Par exemple, des paliers qui vous permettent de tester juste à l'échelle d'un projet. Et si vous êtes intéressant, là, d'adhérer, par exemple. Et il va y avoir des mécanismes de retour sur investissement, notamment dans le cadre du pilier innovation business creation qui est monobénéficiaire. Et donc, en fait, pour s'adapter à des startups qui déjà peinent à se développer, à obtenir les tickets de financement suffisants, la KIC peut imaginer, par exemple, une participation au capital de l'entreprise ou des success fees. Mais un point sur lequel j'insiste vraiment, parce que souvent on me dit « mais je ne comprends pas, je réponds à un appel et du coup, selon la KIC, est-ce que je dois adhérer pour obtenir des financements ?» En fait, ce n'est pas du tout cette logique de donnant-donnant. En fait, si vous choisissez d'adhérer à la KIC, vous ne bénéficiez pas seulement du programme auquel vous avez candidaté et pour lequel vous êtes retenu, mais vous bénéficiez de tout l'écosystème. Une KIC, c'est vraiment une entité légale indépendante qui s'est constituée depuis plusieurs années, qui a énormément de ressources, de services de coaching, d'accompagnement, qui a tout un réseau d'expertise, d'accès à des investisseurs. Voilà. Donc, vous comprenez que c'est bien plus qu'une logique de « OK, je vais adhérer pour avoir mes financements ». C'est vous ne prenez pas pleinement un écosystème et vous accédez à d'autres ressources, en fait. Donc, voilà, ma dernière slide, c'est juste pour vous faire un petit récapitulatif de ce que vous pourrez retrouver systématiquement au sein de chaque KIC. Donc, vous le verrez avec la KIC Food, mais par exemple, si la KIC Climat vous intéresse, au moins, vous aurez cette structure en tête, vous pourrez aller rechercher tout ça. Donc, vous aurez systématiquement 3 programmes dits piliers qui sont le reflet du triangle de la connaissance, donc éducation, recherche, research and innovation ou innovation. Bon, le nom varie, mais en gros, c'est les projets collaboratifs dont je vous ai parlé. Et enfin, le pilier entrepreneuriat, business creation. Vous avez aussi un autre programme extrêmement intéressant pour vous, et Elvira vous en parlera juste après, qui est le Regional Innovation Scheme.
Donc là, c'est un programme qui, comme dans l'esprit de widening, en fait, travaille à renforcer l'égal développement des écosystèmes d'innovation en Europe. Et là, en fait, via le programme RIS, l'idée, c'est de se pencher sur les pays et régions catégorisés comme innovateurs, modestes, modérés, selon l'échelle du European Innovation Scoreboard, et donc leur permettre d'avoir un accès un peu plus facilité aux différents programmes des KIC. Si vous voulez, c'est un programme vraiment transverse. Donc, par exemple, dans le cadre d'un programme dans le pilier Business Creation, vous allez avoir un dispositif RIS qui va proposer, par exemple, un peu plus de financement, un accès un peu plus fort à des services de coaching, etc. Donc, là, comme je l'ai dit, les régions ultrapériphériques françaises sont éligibles à ce mécanisme. Et enfin, le dernier point, c'est les cross-kick activities qui peuvent également être pertinentes pour vous parce qu'en fait, là, ça va être des travails en synergie entre les kicks. Si vous voulez, 2, 3 ou même les 8 kicks peuvent se rendre compte qu'elles ont un objectif commun à atteindre, une stratégie commune. Donc, elles vont mettre en commun une part de leur fonds pour créer un programme. Et là, je le mentionne aussi, il y a le Higher Education Initiative qui est un programme donc cross-kick qui va là aussi travailler au renforcement des écosystèmes, à l'égal développement des écosystèmes d'innovation, mais cette fois-ci à l'échelle d'une université, d'un établissement d'enseignement supérieur. Le but étant, via les projets Higher Education Initiative, de les soutenir pour leur permettre de devenir moteurs de l'entrepreneuriat et de l'innovation en essayant de renforcer l'écosystème au niveau local notamment. Donc voilà, vous aurez accès à ce PowerPoint, mais je vous ai également mis mes coordonnées. Donc, n'hésitez pas à me contacter à la première adresse parce que je suis la seule PCM sur mes sujets. Donc, si vous écrivez à la deuxième, ça va être envoyé automatiquement à mon adresse mail professionnelle. Et voilà, donc comme Solène l'a dit, sur ces sujets, n'hésitez pas à revenir vers moi. N'hésitez pas à me contacter pour toute question, même pour être mis en relation avec une qui pourrait vous intéresser, etc. Et n'hésitez pas aussi, j'insiste sur la liste relais et le LinkedIn sur lequel je partage toutes les offres que les KIC proposent et notamment les offres donc RIS. Donc voilà, j'en ai terminé et je laisse la parole du coup à Elvira. D'accord, merci Clara. Est-ce que c'est toi qui partages J'ai envoyé à Elvira. D'accord, ok. Good morning, Elvira, and welcome. Alors, Elvira parlera en anglais, mais la présentation a été traduite par Clara et Solène. Donc voilà, de toute façon, je pense que tous les intervenants qui sont présents ont au moins une maîtrise basique de l'anglais. So thank you again for being with us. And you will speak in English, of course. We have the PowerPoint in French, but I guess everyone present here understands English, so feel free to be comfortable with that. Okay, bonjour and merci beaucoup. That's all I can say in French for now, so I'm sorry about that. No problem. Yeah, I will run the presentation in English. Still, if you have any question, you can always reach me out. I am the risk program manager based in Spain, and yeah, I will try to support any initiative that you would like to join in EAT Food. Okay, so let me share the screen so that you can see the slides that Clara has very kindly translated into Voilà, donc on parle plus spécifiquement de la KIC Food. Yes, indeed. Today, Clara gave a very nice introduction about EIT and the KICs and how we are structured and organized. Very, very well done. Thank you very much, Clara. And now I will go very in deep into the EIT Food activities and more especially on the risk activities that we have prepared for those countries that have been catalogued as modest to moderate in innovation and for which we have designed activities specific for these countries and regions. But let me start
And okay, the EIT Food is one of the communities of innovation that is within the EIT framework. Our main goal is addressing major societal challenges, as Clara was saying. And how do we do that? Supporting those products and services to reach the market. We don't finance or we don't fund research in very early stages of development, but those TRLs that are 6, 7, even higher, so that good research that is done in universities and research centers do not stay there, but goes to the market and the industry. We do train entrepreneurs, and we train them across the whole chain, from the very early stage when they only have an idea, when they are a proper set business and they are generating incomes. And of course, we power scale-ups that are already in the market. But why EIT Food? Well, in EIT Food, our vision is having reaching or addressing the major societal challenges that are around the agri-food sector to reach a more sustainable, healthier and trusted system. Because at the moment, you know that all the issues around the agri-food are quite a big challenge on its own, but there are some specific ones that we really want to cover. On one hand, we have this society with we will be 10 billion people in 2050. On the other hand, 2 billion people today are overweight, and on the other, 800 million go hungry to bed. So our nutritional habits are completely distorted. And we need to address this through targeted nutrition, so through personalized nutrition and other initiatives. On the other hand, we have environmental challenges around the agri-food sector. We are throwing away the 30% of the food that we produce. This is not any new message, but it still has not been addressed. So we do need to put measures in practice and in a very pragmatical way to avoid this. Next to that, of course, we cannot forget about the gas emissions from the agriculture and the agri-food sector. And even if they are not the biggest contributing to the issues, environmental issues, they are still contributing, so we can address them. And again, about the water, the resources, the management of those, it's very important. It is crucial, especially in those countries which are already suffering them very, very closely. And here we have already established some cross-kick projects in which we cross not only from the EIT Food point of view, but together with climate, together with manufacturing, together with digital, to put solutions together so that we can address this challenge. And on the other hand, around Europe, one of the reasons why we are not so successful as other countries, like it can be the US or Israel or Japan, is because our startups, most of them fail before reaching the market. So not so many of the ones that start finishes on their success and get to market. So we need to, again, support entrepreneurs in the whole, across their whole life until they become a successful business. So this is a bit on the why, but okay, how do we do it? What do we do to address those challenges? We have defined 6 focus areas, and these areas are on diversified proteins. All the area of alternative proteins has a big focus in EIT Food, sustainable agriculture, and when I say agriculture, I also include cattle, sustainable aquaculture, of course, circular food systems, digital traceability, and targeted nutrition. And don't take me wrong, targeted nutrition is not only that personalized, very dedicated nutrition. It covers from obesity to every type of functional products or reformulation that can create healthier foods. Of course, the consumer, it's at the center of all of that we do, because
in the food sector without taking into account the input of the consumers, we will be just lost. And as Clara was mentioning before, all the activities that we do in EIT Food are around the knowledge triangle. Why? Because it is our perspective that we want for the, and I think I have the next slide and you will see it clearly. We have the perspective that a student can become an entrepreneur with an idea, and this idea can become a pilot, so we can keep innovating, and this pilot can actually get to the market and be a new innovation, a new product or service that can benefit the society and the citizens. Of course, always with the public engagement, the consumers engagement that is so very much needed into the food world. So these 3 blocks are the core of all of our activities, and they are always interlinked and mixed. The innovation activities are never only innovation. Most of the times they have some education parts. All the education activities have also parts of innovation and entrepreneurship. So we really try to avoid silos, and we do build activities that get all together. And how do we do it? In the beginning, we started in EIT Food with 50 partners from the agri-food sector, industry partners, big and big corporates, but also SMEs, research centers, and universities, of course, and startups. We do have an association of some of the best startups in the agri-food sector in Europe that is called Rising Food Stars. Through this association, the startups can play in the innovation, education activities or business creation in an equal way than any other partner, and it can be PepsiCo or Danone together with one of those startups into a project. So it gives them a real advantage to get to the network and to get to those industry partners that are also needed for their development and, of course, the network. What do we want to achieve? Of course, development based in innovation, better jobs and more jobs, and having this societal impact that I was mentioning at the beginning. Why? Which are the objectives that we want to reach by doing all these activities and addressing these challenges? But there are 6 of them that we have defined together with the focus areas that I was mentioning. And what we want to address as well is the trust of the consumer that is being so much depreciated. We have all seen cases of food issues with related with the quality, but also with the procedents and so on. So replacing the consumer trust is one of our key objectives. Connecting the consumers together with all the food process and for them to understand it as well is key. Educating them on what is the food industry, what is the agri-food sector and how do they work, but also educating them in the innovation side and in the entrepreneurship, of course, to be able for them to change the mindset and starting creating as well ideas and jobs out of those ideas. Value the food and value the people that produce that food. Create also a more sustainable food system and promote entrepreneurship that is still at very, very low levels in Europe. Again, as I was saying before, we try to avoid silos. We do not do activities that are only blocked in one of the areas, but the main 4 areas in which we are working are education, innovation, entrepreneurship, and public engagement. And here you have some examples of our programs, and you have links, so you can go into the website and have a look. Unfortunately, I don't have time today to go through the all EIT Food programs, but because it wouldn't be manageable. But I really encourage you to have a look in our website, because you will see plenty of opportunities to take part as beneficiaries in the case of education, or as active stakeholders in case of, for example, innovation activities. And let me go a bit in deep into the RIS, the Regional Innovation Scheme. And here
across those modest to moderate innovator countries, one of the things that we are missing the most are the links in between university and industry, in between industry and consumers, but also in between startups and corporates and also the investors. So establishing those links internally at national level, but also at a pan-European level is absolutely key. Widening the participation into EIT food activities, so that, again, these products and services that are still in universities as a research project can reach into the market, and establish closer collaborations with smart specialization strategies that are active in the agri-food sector across all these risk countries. And I have to say, this is one of the most difficult ones, because of course the smart specialization strategies are strategies, and they formalized in some projects, but establishing those links because of the timings, because of the different things, it's quite difficult. And I will be very, very keen on establishing more connections. If it is in Martinique, I will be more than happy for that to happen. How do we work across these risk countries that have been called? We have established hubs, and the hubs are absolutely key for the development of our activities. Hubs are very well-known organizations that have applied to become a hub through an open call, and they can play together with another organization in their country. For example, a university can create a consortia with an accelerator, a business accelerator, and they work together, the university on the education activities and also the accelerator, for example, the more entrepreneurship side. They work together, and they are very important to reach participants, to raise awareness around their countries, to liaise as well with public and national authorities, and to attract partners and future stakeholders that will be relevant into our ecosystem. So at the moment, we have 15 hubs working in different countries, as you can see in the image. And yeah, without them, it would have been impossible to reach all the impact that we have achieved up until now. If you want to know anything more about any of them in particular, I will be happy to provide the details, but just at least so you know that they are there, and that they are a very wide variety of stakeholders, from universities to research centers, but also accelerators, for example. And let me now go in deep on the activities that could be very, very interesting for you, because again, they have been specifically designed for risk countries, and only risk or people belonging to these risk countries with a citizenship in these countries is eligible for those activities. Again, we have activities for all different targets, startups, researchers, students, public representatives, sorry, with French, English and Spanish in my mind, sometimes it gets difficult. Yeah, SMEs and primary sector, but also to consumers, of course. And here, what do we have in education? Open at the moment. What you can see in blue here, it's open, risk inspired. It's summer schools that are will be open in the coming weeks, actually, and professional development activities. And I will explain a little bit one of each of the programs. The risk fellowships is an internship program, and participants from risk countries will benefit of an internship abroad, paid internship. And they will take part during a period of 3 to 6 months with one of our partners, developing activities that the partners and the CVs that have applied match. So we are not looking only for participants that have a profile in the agri-food sector. It can be IT profiles or marketing profiles or journalist profiles, because those profiles are also needed in the agri-food industry. So these participants, again, will benefit from a period to 3 to 6 months internship abroad in a different country with one of our partners. The summer schools are 3 weeks programs, online mainly,
that will be open, I think, since June, and will be developed at the beginning of July, and one of them in September. There are 3 of them, and they are focused in digitalization in agriculture, targeted nutrition with a specific focus in obesity, and STEM, so that students without an agri-food background can get the knowledge on food systems and the agri-food sector demands. Within the education activities, we also have a government executive academy. This is specific for RIS candidates, and here we provide you with the training for a whole week, but also with a network of other candidates from RIS countries, and together you can not only share the policies, the agri-food policies in your countries and the activities that you are designing for your countries, but also create common projects with different countries. So, and they can be funded in the future by EIT Food. The Research Infrastructure Network is a pilot program that started last year. And here, what we do is, let's say, giving the value to those infrastructures that are at universities, at different research centers, and we help you to make a plan to commercialize those. Okay, so you work together with a research center or university, works together with a public representative, and they plan this commercialization for the infrastructures that they have available. On professional development, specifically in RIS, we have at the moment 5 programs. Okay, one of the they are all available in the website. Don't get worried because I didn't want to mention them all here. But here you can have specific programs for women leadership development. And actually this one is open in the web at the moment. You have programs as well for aquaculture development, for new product development. And here we give you the methodologies and the techniques for professionals within the food industry to learn on how to develop new products to launch into the market. And I am forgetting the other, but they are all about developing skills so that you can reach a better position within your jobs. And again, and how do you apply? How do you apply? Yes, you have they are all into our web. The We Lead, for example, which is the Women Leadership Program, is actually open, and if you look for RIS professional development, you will see how to apply to those. Okay. We also have open MOOCs, massive open online courses. These are for free. You pay a tax if you want to have the certificate, but there are plenty of them, and yeah, in many different topics, and they are available in the platform FutureLearn. And again, for entrepreneurs, as I was saying, but I will go in deep now, we do have plenty of activities from early to more developed stages. And here, just to mention that the Seedbed, the FAN, and the Rising Food Stars are programs not only for RIS, but for the whole Europe, and well, pan-European. And Seedbed is an incubator for very early stage or mid-stage. FAN is an accelerator with different hubs across Europe. At the moment, there are 6 hubs in different countries in Europe, and you can apply to the hub that, as a startup, fits you better or your future markets. And Rising Food Stars is the association for well-developed startups that I was mentioning before. But how does, for example, an innovation program work? Here is the Phenoils program. It's a program working with olive oils as a product, as the base product, and is led by Acesur. Acesur is one of the cooperatives, one of the biggest cooperatives for oil in Spain. What they do is developing new extraction techniques that deliver a higher quality oil, and they are doing a mathematical model that they can also commercialize in the future. But again, this is not only an innovation activity focused on the new techniques, but they are providing with trainings through different universities on
what they have been the learns, what has been the technology used, what have been the learnings and the find outs. And in this project, they are working together with startups, which is Energy Pulse Systems. And again, this startup is not only benefiting from testing their technology, but also from scaling up and knowing and getting the knowledge from the industry directly. So this is kind of the concept that we apply when we say knowledge triangle, working together, universities, research centers, industries, and startups. Okay. I was mentioning before about public engagement activities and how important the consumer is for us. And here we have the risk proof of concepts. Proof of concepts, and actually, I will give you like the spoiler. In June, there will be a new call open for proof of concepts. Here we look for consortia that work for a short period of time, 6 months, into a project related to consumers for a budget of around 50K. And the purpose is to prove that the project can work, so that in the future you can develop a whole activity, a whole program, but with the previous knowledge that says that the program can actually work. And again, this call will be open in June for 2 new proof of concepts. Consumer Engagement Labs is a project that is very much focused on establishing small consortia in between industry, food producer or retailer, and startup and consumers. And here the consumers, mainly senior population, co-design with the food producer the product that they need, that satisfies their demands, because we know that for silver population, the needs are sometimes different because of different conditions, medical conditions sometimes, but in general, the requirements are completely different than for other populations. So they design a product together with them, and then they launch this product to market. So this is again one of the type of projects that we are running. And the Agri-Food Expert community is a community dedicated for researchers, scientists, consultants, students as well, or PhDs. And it's the perfect platform to share knowledge, to share ideas that can become true and that can become a program later on in EIT Food. But it's a place to expand your network and to share different knowledge. And again, in coming back to the entrepreneurship, because it's one of our stronger parts, as you can see, we have a lot of programs from test farms where we match together farmers with startups, so the startup can actually test the technology and the farmer can benefit of this technology. The EVA program that is open right now, and that is we are working across 11 countries, and here we train and mentorize women from these countries that have an idea or a startup in a very, very, very early stage. So we support them to progress with their startup and to create a solid business out of it. But the women participating in this program have access to mentors, training, a community of women entrepreneurs, and of course to the EIT Food Network and partners, so they can grow faster. In the Challenge Lab is vice versa, because here the industry is setting a problem, an issue that they have, and we look for the talents and the ideas that can solve that issue. Okay. We have one major event at the end of the year in Spain, and at the moment we are working with different countries across Europe to set these challenges, and so we start looking for the solutions. Team Up is another very, very interesting program that is still open. Here we match researchers with business developers, because most of the times the researcher misses that part of the creation of the business.
So we put them together, and they create a team, and they create a startup based on the ideas of the researchers and the knowledge of the business developer. Jumpstarter is a cross-kick program again, so not only for EIT Food startups. And here again we give mentoring and support to the startups so that they can grow, and they have a final competition pitching at the end of the year where they compete for the best idea. Regenerative agriculture program is one of my favorites, I have to say. And here we are training farmers to transition from mainstream agriculture practices to sustainable practices, regenerative agriculture, without using chemicals, without using fertilizer. And again, we are not only training them, but we are also measuring the impact that this change is having in the plants, in the animals, and also in the soil. And the water scarcity program, again, as Jumpstarter, is a cross-kick program where we have a group of experts specialized in the water sector from different backgrounds, working together to develop white papers, but also to contribute with the financial sustainability alternatives, to raise the awareness about different possibilities, synergies, and so on. We have some water academies where we bring the latest knowledge to the professionals on the technologies applied in water. And we also support scale-ups to run demos with problem holders. And for example, if you would have any problem holder, any industry or agro company in Martinique that would be keen to test some new technology, we would be very, very looking forward to have them into the team. We do have, maybe you say, okay, how do you set your strategies in this? How do you set the priorities? We have a policy council that is formed by different members around Europe, and they are advisors on our strategy. They help us as well with the policy dialogue, and they make those strategies happening and become closer to the EIT Food plans and business. On the 16th of June, there will be the Future of Food conference, and I invite you all to participate, at least online, if possible. It will be in presence in Brussels, but there will be possibilities for some online activities if that has not changed. And I have to say that the website has just changed yesterday, so this will not be very useful at the moment. But anyway, if you go to the website, you will have all the information. And I also wanted to let you know that in the coming week, there will be a call open. And what we are looking for here is an organization and stakeholder that can help us to run an awareness event for startups in different countries where we don't have a hub. Let's say outermost regions like Martinique, and countries like Cyprus or Malta, where we are not, we don't have a hub established. So this is a great opportunity for stakeholders in Martinique to run an event dedicated to startups in the agri-food sector, and get a chance to scout them and to give them some training in the sector. So this is all from my side. Again, I'm Elvira Domingo. If you want to reach me out, I am happy to get your contacts, and I will try always to give you some support on what you need. Thank you very much, Elvira, and you can rely on us as an institution for the event. We're ready to organize this event in Martinique, so do not hesitate to get back to me, and we will be also happy to receive any information that when you open calls, etc. We'll try to go on the website and find all the information, but there are you gave very insightful information, and I'm sure we will forward to our companies
I'm seeing a lot of opportunities for women. I'm seeing a lot of opportunities for our professionals. We didn't know all these programs were existing, and I'm sure, you know, most of them will be committed in these programs. So thank you again, and the floor is open to questions. Donc, si vous avez, les participants, vous avez des questions, n'hésitez pas. Je sais qu'il y en a eu dans le fil de conversation avec des réponses, mais vous pouvez encore répondre. Alors, j'ai vu que Séverine était présente. Séverine, c'est une une femme entrepreneur dans le domaine de l'agro et qui travaille avec nos plantes médicinales, mais aussi nos différentes plantes, et qui transforme. Donc, Séverine, il y a 3 questions aussi pour Elvira. Alors, vous pouvez le dire au micro si vous voulez, si vous le souhaitez. Oui. Vous m'entendez bien? You have question? Yes. So you can say it in English. Vous pouvez le dire en anglais. Thank you. Sylvain Godot, so sorry, maybe for the noise, I'm at an event, so it's difficult to isolate myself. So yeah, Elvira Domingo, thanks a lot. I am Sylvain Godot from Ifremer. We are at Martinique, we are in Le Robert. We have a station that is working on aquaculture, on fishes, and we are interested about the KIC. So my first question, you spoke about eligibility. So you said about citizen, but I mean like Martinique people, they are French citizens. So and I was also interested about this question of eligibility, because we talk about the widening program. In the widening program, the entity like Ifremer cannot access because we are based in Brest, in metropole, in the Hexagon. But can we access for all the program that you just mentioned? My second question is about, it's not only for you, maybe it's also for Clara. You present the risk scheme for the figure, for the food KIC. Are they similar in the other KIC? Mostly because you told us that there are some cross-KIC action, but maybe there are also some initiatives that are only for the food KIC, for the food KIC. And one more question. It is more because Ifremer is interested in the new KIC that is going to be launched in 2026. It's about what is your business model on the risk scheme? Because maybe you don't have any return on money that you are putting in. So thank you for the presentation. For me, I was not aware on the risk scheme a lot. I was reading a little bit, but your presentation was very inspiring for me, and I will let my colleague of the Ifremer station in Martinique, Réunion, and also in Guyane, I will let them know about it. Thank you. Thank you for your question, Sylvain. To the first question, if you are eligible or citizens from Martinique are eligible to the RIS activities, yes, they are eligible, and also to the other EIT food activities. But to RIS specifically, yes, because Martinique as an outermost region is part of one of the eligible countries for RIS. So in that sense, it will not be any issue to take part into the RIS activities. That's one thing. However, he was asking a question because, you know, the entity, the headquarter is not in Martinique, but in France. So is it still eligible? Yeah, it will be eligible for EIT food activities. Okay. If it's registered in France, it's for EIT food activities. If it is some activity that will directly benefit Martinique, I mean, in RIS innovation projects, for example, it doesn't matter where you are registered as a company. What it is important is that the benefit goes to the RIS regions, in this case, Martinique. Oh, okay. Okay? And that's, or for example, an education activity that beneficiaries are coming from this RIS region, Martinique, and not from the mainland in France. Oh, okay. Okay.
The other question, sorry, I forgot about the RIS. Yes, the RIS scheme is it was voluntary back in 2014, but now it's compulsory for all the KICs. And although the strategies in RIS and the programs across each KIC may vary, all of the KICs have a RIS scheme implementation, and they do have activities dedicated for RIS. And the third question was about the business model. And again, here with all of our programs, of course, each program is completely different. It's nothing to see in an innovation program to a business creation program, but each of them do contribute to the financial sustainability. It is true that in most of the, for example, innovation calls, the conditions in co-funding and return of investment for RIS participants may be better. Or, for example, in education, the summer schools in RIS are free for RIS participants. The RIS inspired for RIS summer school are free for RIS participants. But yeah, the business model that we implement in each program is different. Et si je peux compléter, du coup, I will speak in French briefly, Elvira, to complete. Yeah. Sylvain, par rapport à ta deuxième question, du coup, en fait, l'initiative RIS, il faut vraiment la voir comme a dit Elvira, une initiative obligatoire à mettre en œuvre, mais chaque KIC, puisque chaque KIC est unique, chaque KIC a son thème et ses objectifs, va la proposer dans ses propres programmes ou en créant des programmes spécifiques. Après, il y a un programme qui est commun quand même que toutes les KIC mettent en œuvre dans le cadre du RIS, c'est le EIT Jumpstarter. Donc ça, toutes les KIC le mettent en œuvre et c'est un programme RIS. Sauf, tu vois, pour te montrer un type d'exception, la KIC matière première pour l'EIT Jumpstarter, elle ouvre à la France métropolitaine. Donc c'est comme toujours, les KIC, c'est assez unique. C'est un petit peu de la veille au cas par cas et c'est du coup, il faut se rapprocher des KIC et du programme manager RIS pour vraiment avoir la vision globale de toutes les activités RIS qu'ils proposent. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Y a-t-il d'autres questions? N'hésitez pas si vous souhaitez prendre la parole ou désactiver votre micro, comme on n'est pas si nombreux que ça. En tout cas, no more questions. Donc, je vais remercier beaucoup Clara Petit-Fils et Solène Chevalier qui a dû partir pour une autre réunion. I will thank also very much Elvira Domingo, and for sure we will keep in touch because what you have presented was very insightful and very significant for us, very important. And I'm sure we'll have some company students being part of the different programs that you have presented, because that's a real opportunities for them. Actually, I'm teaching I'm also teaching in an institution training students in organic agriculture, and I will transmit the information because I'm sure that will be for them opportunities, you know, to be part, to exchange with others. So that's something very interesting for me because they have a lot of projects, but also, you know, I don't want them to be confined into Martinique, and I want them to open to different areas. So that will be a very good opportunity for them. They are very dedicated in improving our way of eating and sustainable food, and that's why they have chosen organic agriculture. And I didn't know all these programs, so very, very interesting. Je remercie Clara et Solène de m'avoir dirigé vers Elvira, de nous avoir donné cette opportunité. We will certainly have different opportunities to do other webinars, you know, more specifically on the calls or on the programs during the year. Yes. Donc, merci à tous en tout cas. Merci Clara. Merci Solène. Ouais. Et à très bientôt et très bonne fin de journée pour vous.
nous, Oui, notre et bonne journée, journée à vous. voilà, elle débute. Thank you, Merci Elvira, beaucoup. again. Thank you, Merci. Elvira. Thank you very much. Voilà, Oh. donc n'oubliez pas de nous envoyer le PowerPoint. On va arrêter Oui, je vous l'enregistrement. envoie ça. L'esprit gagnant.